Naturellement, bonsoir. J'ai le très grand plaisir, l'honneur même, de vous accueillir ce soir à la Résidence de France, car nous avons tenu à saluer la récente publication par les presses universitaires de Stanford d'une traduction en anglais de votre ouvrage absolument remarquable, Les étincelles de hasard, en anglais, The Sparks of Randomness. J'espère que jusqu'à présent, je n'ai pas fait d'erreur. C'est toujours très difficile, périlleux de résumer votre parcours exceptionnel en quelques secondes, mais je vais m'y risquer très brièvement. Vous avez été membre du comité consultatif national d'éthique en France pour les sciences de la vie et de la santé. Vous êtes professeur émérite de biophysique et directeur du centre de recherche en biologie humaine de l'hôpital universitaire d'Adassa à Jérusalem. Et vous êtes également directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales en France. L'un des plus grands intellectuels, également un homme de cœur absolument immense, Elie Wiesel, vous a très récemment rendu un hommage vibrant. Il a tout simplement, si je puis dire, dit de vous que vous êtes l'une des plus grandes figures internationales de la communauté académique. Alors j'espère que tout cela ne va pas trop impressionner notre auditoire. Moi je le suis certainement un peu plus que tous les autres. Et j'espère que ça ne dissuadera pas non plus notre auditoire de vous poser à l'issue de vos propos quelques questions. Mais sans plus tarder, je vous cède immédiatement la parole. Je vous remercie. Je remercie le consul général et de m'avoir invité à venir vous présenter un petit peu ce que j'ai essayé de dire dans ce livre. C'est moi qui devrais être impressionné par ce que vous venez de dire. Je tiens quand même à rendre hommage à Emily Jane Clem qui a eu le courage et l'obstination pour arriver à publier cette traduction qui était un petit peu compliquée à cause de moi, évidemment, bien sûr, puisque c'était à cause de la forme particulière de ce livre. Alors, on peut y pénétrer de plusieurs façons, et j'en ai choisi une qui consiste à partir de l'observation que, assez banale finalement, que le XXe siècle a été le témoin de toute une série d'innovations technologiques extraordinaires, et on peut discuter pour savoir quelles sont parmi ces innovations les plus importantes du point de vue de leur influence sur les modifications éventuelles de la condition humaine. Alors, est-ce que c'est... Oui, vous entendez? Oui. Excusez-moi. Est-ce que c'est la bombe atomique? Est-ce que c'est le développement des communications d'abord, puis des télécommunications électroniques? Enfin, moi, personnellement, j'aurais tendance à considérer que les innovations les plus importantes, ça a été d'une part la machine à laver, et d'autre part la pilule contraceptive, parce que ces deux innovations-là ont profondément modifié la condition féminine, et de ce fait, d'ailleurs je ne sais pas dans quel ordre il faudrait les placer, si c'est la machine à laver ou l'autre, et de ce fait, on a vraiment profondément modifié, révolutionné même on peut dire, la condition humaine en général. Mais enfin bon, je ne vais pas parler de la machine à laver ce soir. Alors, certains ont qualifié le XXe siècle de siècle du gène. Parce qu'en effet, les gènes ont été découverts au début du XXe siècle, la génétique a commencé à se développer à partir de ce moment-là, et le XXe siècle s'est terminé avec une espèce d'affaiblissement, si on peut dire, du rôle central qu'on a fait jouer aux gènes
en partie à juste titre, mais en partie aussi de façon pas tout à fait exacte, au milieu en réalité du XXe siècle, enfin plus exactement entre les années 60 et les années 80 à peu près. Et en effet, il est le fait que le XXe siècle a été un moment qui a vu une grande révolution dans les sciences du vivant, donc dans la biologie, et en fait une double révolution, ça veut dire l'une au niveau conceptuel et l'autre au niveau technologique. Alors, au niveau conceptuel, ça se traduit par la fin d'une période en fait qui commence depuis très longtemps, pendant laquelle la vie et la pensée étaient vues comme des propriétés de certains êtres particuliers, supposés différents des autres, et en particulier supposés différents de simples corps matériels. C'était l'âme qui faisait toute la différence, c'est-à-dire l'âme en tant qu'une entité spirituelle, non matérielle, qui habite le corps et qui le rend vivant, c'est-à-dire donc qui le rend animé, suivant l'étymologie, par opposition au corps inanimé, c'est-à-dire sans âme. Bon, eh bien c'est cette vision-là qui s'est, on peut le dire, je crois, écroulée sous les coups eh bien, des succès de la biologie moléculaire. Pourquoi? Eh bien parce que aujourd'hui les sciences de la vie et aussi d'ailleurs les sciences cognitives ont établi une espèce de continuité entre le non-vivant et le vivant, entre parmi les vivants les êtres conscients et les êtres inconscients, qui sont tous faits de la même substance, mais seulement organisés différemment. Autrement dit, nous reconnaissons, nous continuons évidemment de reconnaître des différences entre le fait d'être vivant et de ne pas l'être, et entre le fait d'être conscient et de ne pas être conscient, mais en même temps, eh bien, nous reconnaissons une unité substantielle entre tous ces corps, et même une unité historique si on considère l'évolution, justement, de la matière, avec l'origine de la vie d'abord, et puis l'évolution biologique proprement dite, qui a produit différentes espèces, y compris. Alors, les découvertes de la biologie moléculaire, dans les années 60, sur la structure des ADN, dont tout le monde a entendu parler maintenant, c'est-à-dire donc la structure chimique finalement des gènes, et puis sur les mécanismes de la synthèse des protéines qui constituent un véritable mystère pendant jusque-là, quoi. Eh bien, ces découvertes-là ont marqué la victoire des théories mécanistes en biologie sur les théories vitalistes, ou plus exactement sur ce qu'il en restait. Parce que le vitalisme avait commencé déjà à être attaqué, mais il restait quand même des îlots, et en particulier, là, de quoi étaient faits les gènes, comment est-ce qu'ils fonctionnaient, comment est-ce que ces protéines qu'on n'observe que dans les organismes vivants sont synthétisées. Bon, et c'est cela que la biologie moléculaire des années 60 eh bien, a élucidé de façon définitive. Et tout ce qui a suivi, d'ailleurs, en fait, a compliqué les choses. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a eu même, à l'intérieur même de cette révolution, une deuxième petite révolution qui a consisté à reconnaître tout simplement que, contrairement à ce qu'on avait cru, tout n'est pas écrit dans l'ADN. Il ne s'agit pas d'un programme qui fonctionne comme un programme d'ordinateur, mais en fait, on a affaire à des interactions très complexes entre différentes sortes de molécules, évidemment les protéines, mais pas seulement, même des molécules banales, comme des molécules de sucre, ou même des ions, de sodium, calcium, etc. Tout ça constitue un réseau d'interactions biochimiques extrêmement complexe, à l'intérieur duquel, évidemment, les ADN jouent un rôle, mais en tant que molécules qui ont des propriétés particulières par rapport aux autres, mais qui n'ont rien de vivant, contrairement à ce qu'on a pu dire quand on a pointé les ADN comme étant le mystère de la vie. Non, les ADN sont des molécules qui partent sur le marché, sont chimiquement assez inertes, et beaucoup plus inertes que d'autres molécules comme les protéines par exemple, ou même les ARN.